Notre mauvais externe s'y épuise. Le voudrait-il, il le veut, sporadiquement, qu'il n'aurait plus aucune force pour se mettre à travailler vraiment. La fiction où il s'englue le tient prisonnier ailleurs, quelque part entre l'école à combattre et la famille à rassurer, dans une troisième et angoissante dimension où le rôle dévolu à l'imagination consiste à colmater les innombrables brèches par où peut surgir le réel sous ses aspects les plus redoutés. Mensonges découverts, colère des uns, chagrin des autres, accusations, sanctions, renvoi peut-être, retour à soi-même, culpabilité impuissante, humiliation. Les raisons pour lesquelles il arrive aux professeurs et aux parents de passer outre ces mensonges, voire d'en être complices, sont trop nombreuses pour être discutées. Combien de bobards quotidiens sur 4 ou 5 classes de 35 élèves peut légitimement se demander un professeur? Où trouver le temps nécessaire à ses enquêtes? Suis-je d'ailleurs un enquêteur? Dois-je, sur le plan de l'éducation morale, me substituer à la famille? Si oui, dans quelles limites? Et ainsi de suite, litanie d'interrogations dont chacune fait un jour ou l'autre l'objet d'une discussion passionnée entre collègues. Mais il y a une autre raison pour laquelle le professeur ignore ces mensonges. Une raison plus enfouie, qui, si elle accédait à la conscience claire, donnerait à peu près ceci. Ce garçon est l'incarnation de mon échec professionnel. Je n'arrive ni à le faire progresser, ni à le faire travailler. Tout juste à le faire venir en classe, et encore, suis-je assuré de sa seule présence physique. Par bonheur, à peine entrevue, cette mise en cause personnelle est combattue par quantité d'arguments recevables. J'échoue avec celui-ci, d'accord, mais j'ai réussi avec beaucoup d'autres. C'est tout de même pas ma faute si ce gosse se trouve en 4e. Que lui ont donc appris mes prédécesseurs? Le collège unique est-il à mettre en cause? À quoi pensent ses parents? Imagine-t-on qu'avec mes effectifs et mes horaires, je puisse lui faire attraper un pareil retard? Autant de questions qui, rameutant le passé de l'élève, sa famille, les collègues, l'institution elle-même, nous permettent de rédiger en toute conscience la notation la plus répandue des bulletins scolaires, manque de base, que j'ai trouvée jusque sur un bulletin de cours préparatoire, autrement dit, patate chaude. Chaude la patate l'est surtout pour les parents. Ils n'en finissent pas de la faire sauter d'une main dans l'autre. Les mensonges quotidiens de ce gosse les épuisent. Mensonges par omission, affabulation, explications exagérément détaillées, justifications anticipées. De guerre lasse, bon nombre de parents feignent d'accepter ces fables débilitantes pour calmer momentanément leurs propres angoisses d'abord, l'atome de vérité Marignan 1515 jouant son rôle de cachet d'aspirine, pour préserver l'atmosphère familiale ensuite, que le dîner ne tourne pas au drame, pas ce soir, s'il vous plaît, pas ce soir. Pour retarder l'épreuve des aveux qui déchirent le cœur de chacun, bref, pour repousser le moment où on mesurera sans réelle surprise l'étendue de la bérésina scolaire en recevant le bulletin trimestriel, plus ou moins adroitement maquillé par le principal intéressé, qui tient à l'œil la boîte aux lettres familiale. Nous verrons demain. Nous verrons demain. Une des plus mémorables histoires de complicité adulte au mensonge d'un enfant est la mésaventure arrivée au frère de mon ami B. Il devait avoir 12 ou 13 ans à l'époque. Comme il redoutait un contrôle de maths, il demande à son meilleur copain de lui indiquer la place exacte de l'appendice, sur quoi il s'effondre, simulant une crise terrible. La direction fait mine de le croire, le renvoie chez lui, ne serait-ce que pour s'en débarrasser. De là, les parents, à qui il en a fait d'autres, le conduisent sans grande illusion dans une clinique voisine où, surprise, on l'opère sur le champ. Après l'opération, le chirurgien apparaît, porteur d'un bocal où baigne un long machin sanguinolent, et déclare, le visage rayonnant d'innocence, « J'ai bien fait de l'opérer, il était à 2 doigts de la péritonite. » Car les sociétés se bâtissent aussi sur le mensonge bien partagé. Ou cette autre histoire, plus récente. N, proviseur d'un lycée parisien, veille à l'absentéisme. Elle fait elle-même l'appel dans ses classes de terminale. Elle tient particulièrement à l'œil un récidiviste qu'elle a menacé d'exclusion à la prochaine absence injustifiée.
Ce matin-là, le garçon est absent, et c'est la fois de trop. N appelle aussitôt la famille par le téléphone du secrétariat. La mère, désolée, lui affirme que son fils est bel et bien malade, au fond de son lit, brûlant de fièvre, et lui assure qu'elle était sur le point de prévenir le lycée. N raccroche, satisfaite. Tout est dans l'ordre. À ceci près qu'elle croise le garçon en retournant à son bureau. Il était tout simplement aux toilettes pendant l'appel. En limitant les va-et-vient entre l'école et la famille, l'état de pensionnaire présente sur celui d'externe l'avantage d'installer notre élève dans 2 temporalités distinctes. L'école du lundi matin au vendredi soir, la famille pendant le week-end. Un groupe d'interlocuteurs pendant 5 jours ouvrables, l'autre pendant 2 jours fériés qui retrouvent une chance de redevenir 2 jours festifs. La réalité scolaire d'un côté, la réalité familiale de l'autre. S'endormir sans avoir à rassurer les parents par le mensonge du jour, se réveiller sans avoir à fourbir d'excuses pour le travail non fait puisqu'il a été fait à l'étude du soir, avec, dans le meilleur des cas, l'aide d'un surveillant ou d'un professeur. Du repos mental, en somme. Une énergie récupérée qui a quelque chance d'être investie dans le travail scolaire. Est-ce suffisant pour propulser le cancre en tête de classe? Du moins, est-ce lui donner une occasion de vivre le présent comme tel? Or, c'est dans la conscience de son présent que l'individu se construit, pas en le fuyant. Ici s'arrête mon éloge de la pension. Ah si, tout de même. Histoire de terroriser tout le monde, j'ajouterai, pour y avoir enseigné moi-même, que les meilleurs internats sont ceux où les professeurs, eux aussi, sont pensionnaires, disponibles à toute heure en cas de SOS. À noter que durant ces 20 dernières années où la pension avait si mauvaise presse, 3 des plus gros succès du cinéma et de la littérature populaire auprès de la jeunesse auront été Le Cercle des poètes disparus, Harry Potter et Les choristes, tous 3 ayant pour cadre un pensionnat. 3 pensionnats assez archaïques de surcroît, uniformes, rituels et châtiments corporels chez les anglo-saxons, blouse grise, bâtiments sinistres, professeurs poussiéreux et paires de baffes chez les choristes. Il serait intéressant d'analyser le triomphe que fit auprès des jeunes spectateurs de 1989 le Cercle des poètes disparus, à peu près unanimement décrié par notre critique et nos salles de professeurs. Démagogie, complaisance, archaïsme, niaiserie, sentimentalisme, pauvreté cinématographique et intellectuelle, autant d'arguments qu'on ne peut raisonnablement contester. Reste que des hordes de lycéens s'y précipitèrent et en revinrent radieux. Les supposer enchantés par les seuls défauts du film, c'est se faire une piètre opinion d'une génération entière. Les anachronismes du professeur Keating, par exemple, n'avaient pas échappé à mes élèves, ni sa mauvaise foi. Il n'est pas tout à fait honnête, monsieur, avec son carpe diem Keating. Il en parle comme si nous étions toujours au XVIe siècle. Or, au XVIe, on mourait beaucoup plus jeune qu'aujourd'hui. Oui, et puis c'est dégueulasse le début, quand il fait déchirer le manuel scolaire. Un type qui se prétend si ouvert. Et pourquoi pas se mettre à brûler les livres qui lui déplaisent tant qu'il y est? Moi, j'aurais refusé. Cela déduit, mes élèves avaient adoré le film. Tous et toutes s'identifiaient à ces jeunes Américains de la fin des années 50 qui, socialement et culturellement parlant, leur étaient à peu près aussi proches que des Martiens. Tous et toutes raffolaient de l'acteur Robin Williams, dont les adultes estimaient qu'il en faisait des tonnes. Son professeur Keating incarnait à leurs yeux la chaleur humaine et l'amour du métier, passion pour la matière enseignée, dévouement absolu à ses élèves, le tout servi par un dynamisme de coach infatigable. Le vase clos de l'internat ajoutait à l'intensité de ses cours, il leur conférait un climat d'intimité dramatique qui élevait nos jeunes spectateurs à la dignité d'étudiants à part entière. À leurs yeux, les cours de Keating étaient un rituel de passage qui ne regardait qu'eux et eux seuls. Ce n'était pas l'affaire de la famille, ni d'ailleurs celle des professeurs, ce qu'un de mes élèves exprima sans embâge. « Bon, les profs aiment pas, mais c'est notre film, c'est pas le vôtre. »
Exactement ce qu'avaient dû penser la plupart des professeurs en question 20 ans plus tôt, quand, lycéens eux-mêmes, ils avaient jubilé à la Palme d'Or du Festival de Cannes 1969 intitulé « If », une autre histoire de pensionnat où les plus brillants élèves d'un collège ô combien britannique prenaient leur école d'assaut et, perchés sur les toits, tiraient à la mitrailleuse et au mortier sur les parents, l'évêque et les professeurs rassemblés pour la remise des prix. Spectateurs adultes scandalisés, comme il se doit, étudiants et lycéens exultants, bien entendu. C'est notre film, c'est pas le leur. Apparemment, les temps avaient changé. Je me suis dit alors qu'une étude comparée de tous les films concernant l'école en dirait long sur les sociétés qui les avaient vus naître. Du Zéro de conduite de Jean Vigo à ce fameux cercle des poètes disparus, en passant par Les disparus de Saint-Agile de Christian Jacques, 1939, La cage au rossignol de Jean Dréville, 1944, l'ancêtre des choristes, Graines de violence de Richard Brooks, USA, 1955, Les 400 coups de François Truffaut, 1959, Le premier maître de Mikhalkov Konchalovsky, URSS, 1965, Le professeur de Zurlini, 1972, à quoi on peut ajouter, après 1990, Le porteur de serviettes de Daniele Lucchetti, 1991, Le tableau noir de l'Iranienne Samira Makhmalbaf, 2000, L'esquive d'Abdelatif Keshish, 2002, et quelques dizaines encore. Mon projet d'étude comparée n'a pas dépassé le stade de l'intention. Le traite qui veut, si ce n'est déjà fait. Voilà en tout cas un beau prétexte à rétrospective. La plupart de ces films ayant été d'énormes succès publics, on pourrait en tirer bon nombre d'enseignements intéressants, entre autres celui-ci, que, depuis Rabelais, chaque génération de Gargantua éprouve une juvénile horreur des Holofernes et un gros besoin de Ponocrates. En d'autres termes, l'envie toujours renouvelée de se former en s'opposant à l'air du temps, à l'esprit du lieu, et le désir de s'épanouir à l'ombre, ou plutôt non, dans la clarté d'un maître jugé exemplaire.